Bienvenue à Grand Reportage. Au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, George Bush déclarait la guerre au terrorisme. Les États-Unis et les pays alliés ont entrepris alors ce qui ressemble pour l'essentiel à une guerre secrète contre les membres des réseaux islamistes d'Al-Qaïda. Une guerre sans limite ni frontières, comme en fait foi la manière dont Ben Laden a été assassiné. Ce document de la BBC rappelle les méthodes controversées utilisées par les services secrets et l'armée dans ce combat. Une lutte qui montre à la fois l'importance des services de renseignement, mais aussi leur défaillance face à la menace terroriste. J'ai senti les impacts. Le plafond s'est effondré, puis il y a eu une petite odeur de kérosène. Je ne savais pas si j'allais mourir. Diane de Fontes était à son bureau, au 89e étage de la tour nord du World Trade Center. Le premier avion a percuté l'immeuble 4 étages plus haut. Diane s'en est tirée de justesse, mais près de 3000 personnes sont mortes aux États-Unis ce jour-là. Une telle chose pourrait se produire de nouveau. Il y en a d'autres qui veulent nous faire du mal. Sommes-nous plus en sécurité? Je pense que non. Le 11 septembre a été le coup d'envoi de la prétendue guerre au terrorisme du président Bush. Après le 11 septembre, le consensus national était que notre pays était en guerre. Le lendemain, Eliza Manningham Buller du MI5 a pris l'avion pour Washington. Nous avons survolé New York et il n'y avait pas d'autre avion dans le ciel. Je me souviens d'avoir pensé à la tragédie humaine sous les nuages. Mais je me concentrais alors sur la manière dont mon service devait réagir, sur nos responsabilités, sur ce qu'on devait faire. Comme le MI5, les services du renseignement des États-Unis ne s'attendaient pas du tout à un attentat aussi ambitieux, d'une telle ampleur. On ne l'avait pas vu venir. On n'avait pas de bons renseignements sur ce qui allait se produire. On craignait beaucoup la possibilité d'un deuxième attentat. Tout le monde cherchait donc à comprendre la nature de la menace et qui était impliqué. Il fallait les trouver, les arrêter et veiller à ce que ça n'arrive pas. Ground Zero est le plus grand lieu du crime de l'histoire des États-Unis. Mais la priorité immédiate n'était pas de traduire les terroristes devant la justice. On devait tout faire pour éliminer l'ennemi. L'attentat du 11 septembre a marqué le début d'une guerre secrète contre Al-Qaïda. Une guerre qui allait éprouver les limites de la défense des droits de la personne en Occident. On se disait, c'est une guerre du renseignement où on identifie la cible et on élimine les ennemis afin que plus personne ne meure. On va utiliser tous les outils dont on dispose afin d'éliminer la possibilité qu'ils tuent plus d'innocents. Cette guerre secrète menée dans l'ombre contraste fortement avec l'extraordinaire réaction militaire des États-Unis. En Afghanistan, les Américains ont détruit les camps d'entraînement terroristes et ils ont renversé le régime des talibans qui avait protégé Oussama Ben Laden. Même si Ben Laden leur a longtemps échappé, ils ont capturé des centaines de prisonniers qui pouvaient connaître les membres, la structure et les projets d'Al-Qaïda. Mais il y avait un problème. Les agences du renseignement des États-Unis n'y étaient pas du tout préparées. Elles n'avaient qu'une poignée d'arabophones pour interroger les prisonniers. Quand on envisage une guerre mondiale contre le terrorisme, on se dit qu'il faut plusieurs interrogateurs. Or, la CIA n'avait aucune expérience en matière d'interrogatoire et en ce qui concerne plus particulièrement les terroristes. À peine 3 mois après le 11 septembre, il y a eu un rappel troublant de l'acuité de la menace. De puissants explosifs dissimulés dans une chaussure ont presque détruit un avion transatlantique. Par miracle, le détonateur n'a pas fonctionné. Le terroriste Richard Reed, un Britannique converti à l'islam, s'était entraîné dans un camp d'Al-Qaïda,
Et comme au 11 septembre, les agences du renseignement ont été prises au dépourvu. Cet attentat nous a dit « Voilà un Britannique prêt à mettre à exécution les projets d'Al-Qaïda. Un Britannique qui a fréquenté une mosquée radicale et qui est allé en Afghanistan. » On a commencé à craindre ceux qui avaient voyagé, qui avaient été dans ces camps. La recherche d'Oussama Ben Laden et de ses commandants en chef est devenue plus urgente que jamais. 6 mois après l'attentat du 11 septembre, la guerre secrète menée par les Américains a réussi une première percée. Au Pakistan, l'homme qu'on pensait être l'un des principaux lieutenants de Ben Laden a été capturé. Il s'appelait Abu Zubaydah. He was spending a lot of time plotting and planning murder. He's not plotting and he's not planning anymore. L'interrogatoire d'Abu Zubaydah allait soulever une question embêtante. Jusqu'où le gouvernement américain devait-il aller pour sauver des vies? On envisageait la possibilité de couper la tête du serpent. Et ce qui était vraiment bien, c'est qu'on venait d'écarter un des principaux planificateurs. On a découvert un véritable trésor de documents dans son repère. Ils ont confirmé qu'Abu Zubaydah contrôlait les camps d'entraînement d'Al-Qaïda en Afghanistan. Zubaydah connaissait les noms de presque tous les djihadistes qui s'y entraînaient. Il avait indéniablement accès aux grands dirigeants d'Al-Qaïda et il était très engagé en matière de planification opérationnelle et de formation. La CIA a aéroporté Abu Zubaydah en secret vers une de ses prisons clandestines appelée Site Noir. Nous croyons que c'était en Thaïlande. Atteint de plusieurs projectiles lors de sa capture, Zubaydah allait mourir et on devait lui prodiguer des soins médicaux urgents. Sur place, les seuls interrogateurs d'expérience étaient un agent musulman du FBI et son collègue. Ils ont cru qu'ils n'auraient pas à soumettre Abu Zubaydah à un interrogatoire serré. Les techniques policières normales allaient suffire. Pour la première fois, ils décrivent à la télévision ce qui s'est passé. Dans notre esprit, il n'était pas question que Zubaydah meure. Soudain, son état s'est aggravé. Il a déféqué sur lui-même. J'ai juste pris une serviette et j'ai commencé à le nettoyer, simplement parce que ça me semblait la chose la plus décente sur le plan humain. Il l'a reconnu et vous savez, je lui ai tenu la main et j'ai continué de le rassurer, de lui dire « Ces personnes vont vous prodiguer des soins, on ne va pas vous laisser mourir. » Ça a été un moment surréaliste où on prodiguait des soins à un terroriste et en même temps on lui parlait afin qu'il nous livre des renseignements. On pense généralement que ces terroristes ne parlent pas. Et je crois que si on les approche de la bonne manière, et je parle d'expérience, parfois on a de la difficulté à les faire taire. L'approche éprouvée du FBI allait porter ses fruits. L'agent a montré à Zubaydah des photos des principaux suspects d'Al-Qaïda. Et à son grand étonnement, Abu Zubaydah lui a remis les joyaux de la couronne. Quand on lui a montré la photo de Khalid Sheikh Mohammed, Zubaydah m'a agrippé le bras comme ceci pour m'arrêter. Et alors, je me suis vraiment demandé, un instant, est-ce qu'il se moque de moi? Il dit que c'est Mokhtar. Ça a été un moment capital pour moi. Le nom de Mokhtar apparaissait dans tous les échanges, mais on ne savait pas qui était Mokhtar. Zubaydah a demandé malicieusement, « Comment saviez-vous que Mokhtar était le cerveau de l'attentat du 11 septembre? » Et justement, j'ai évité de lever les sourcils comme vous venez de le faire. Je devais convaincre Zubaydah qu'on savait tout ce qu'il allait nous dire, qu'on savait tout à propos du rôle de Mokhtar le 11 septembre, ce qu'on ignorait évidemment à ce moment-là. On a donc fait une pause, on est sorti de la pièce, et mon collègue a dû me soutenir car j'ai pensé que j'allais tomber. On se disait, « Wow, qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? Khalid Sheikh Mohammed, vraiment? Mokhtar est Khalid Sheikh Mohammed? Le cerveau du 11 septembre? Mon Dieu, il n'était même pas sur notre écran radar. » À Washington, le directeur de la CIA était emballé par ce renseignement jusqu'à ce qu'il apprenne qu'il venait du FBI et que ses interrogateurs à lui n'étaient pas encore arrivés.
Quelques jours plus tard, l'agent spécial Godden a eu une autre occasion d'interroger longuement Zubeida. Il a dit « J'ai envoyé 2 personnes à Mokhtar. Je savais que c'était extrêmement important. Mokhtar ne les enverrait pas à l'école pâtissière ou jouer au football. Il les enverrait commettre un assassinat collectif. Nous devons trouver de qui il s'agit. Il ne m'a pas donné leur nom, mais il les a décrits de manière adéquate. Il m'a dit que l'un d'eux était américain et que l'autre était du Royaume-Uni. » La CIA a vite découvert que 2 hommes venaient de tenter de monter à bord d'un avion au Pakistan et elle a envoyé leurs photos de passeport au FBI. On lui a montré les photos. Il était stupéfait. Il a dit « Oui, c'est bien eux. Ce sont les 2 gars. » Zubeida a identifié les 2 hommes comme étant José Padilla, un citoyen américain, et Binyam Mohamed, un résident du Royaume-Uni. Je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit « Tu vois, je t'ai dit dès le premier jour qu'à chaque question qu'on te pose, on connaît probablement la réponse. » D'après le FBI, Zubeida a affirmé que les 2 hommes étaient résolus à attaquer l'Occident. Ils allaient le voir en disant « Hé Zubeida, on aimerait bien faire sauter ceci, on aimerait faire cela. » Et il nous dit essentiellement « Je n'ai pas besoin de ces 2 gars-là pour aller poser des bombes, car j'ai bien des personnes capables de fabriquer des bombes et de les placer. J'ai besoin de ces gars pour les faire voyager parce qu'ils ont des passeports en règle. » Ça allait bien plus loin. Il lui avait notamment mentionné que s'il pouvait obtenir un certain genre d'uranium, il pourrait l'utiliser pour fabriquer une sorte de bombe sale qu'il ferait exploser aux États-Unis. En mai 2002, après un atterrissage à Chicago, l'Américain José Padilla a été arrêté. Binyam Mohamed, l'Éthiopien de 24 ans qui vivait à Londres depuis 8 ans, a été arrêté au Pakistan alors qu'il tentait de sortir du pays. Ça n'était que le début d'un supplice de 7 ans sur 3 continents. Binyam Mohamed dit qu'au Pakistan, il a été suspendu par les poignets, battu avec une sangle de cuir et soumis à une exécution factice. Il soutient que le MI5 était au courant du traitement qu'on lui infligeait. En 2002, les États-Unis, champions autoproclamés de la liberté et de la démocratie, ont ouvert le camp Rayon X à Guantanamo Bay, leur base navale de Cuba.